Le sang des commerçants innocents brûle encore sur le sol du Sahel. Mais qui tire réellement les ficelles de cette tragédie? Cette semaine, la petite ville de Titao, au nord du Burkina Faso, a été plongée dans l'horreur. Au moins 20 personnes, massacrées. Parmi elles, 7 commerçants ghanéens, réduits en cendres avec leurs camions de tomates. Ces hommes travaillaient pour nourrir leurs familles, traversant la frontière pour commercer, et ils ont été sacrifiés sans pitié. On nous dit que ce carnage est l'œuvre de djihadistes fanatisés, mais la réalité est bien plus sombre. Qui a donné l'ordre d'attaquer? D'où viennent les armes sophistiquées, les moyens logistiques, l'intelligence militaire? Derrière ces soi-disant combattants de Dieu, il y a des mains invisibles, étrangères, qui tirent profit du chaos, attisent la haine et cherchent à étouffer toute velléité d'indépendance ou d'unité au Sahel. La colère gronde à Accra comme à Ouagadougou. Le Ghana exige des comptes, le Burkina pleure ses morts. Mais pendant que l'opinion s'échauffe, les véritables commanditaires de la terreur avancent masqués, prêts à recommencer, ailleurs, demain. Si on ne comprend pas qui orchestre ces violences, ce sont toujours les innocents qui payeront de leur sang. Avant de juger, il nous faut voir plus large. Pourquoi le Sahel est-il devenu le théâtre de telles horreurs? La violence qui secoue le Burkina Faso n'est ni aveugle ni accidentelle. Ces attaques répétées qui frappent les bases militaires, les infrastructures vitales et les routes commerciales du pays suivent une logique froide, méthodique. Depuis des mois, on assiste à une multiplication d'assauts ciblés, des convois brûlés, des marchés massacrés, des voies de communication sabotées. À Titao, c'est le commerce transfrontalier, symbole même de l'unité africaine, qui a été frappé dans sa chair. Pourtant, derrière la barbarie apparente, il y a une stratégie claire. Aveugler l'armée, isoler les populations, couper les chaînes d'approvisionnement et semer la peur pour mieux soumettre. Le Sahel, et à travers lui toute l'Afrique de l'Ouest, est devenu le théâtre d'une déstabilisation planifiée. On voudrait nous faire croire à une guerre religieuse, mais regardez bien les cibles. Ce sont les relais économiques, les points de passage, les lieux de résistance sociale. On cherche à asphyxier toute tentative d'autonomie, à empêcher l'émergence de nouveaux modèles où les Africains seraient maîtres de leur destinée. Il ne s'agit pas seulement de détruire des infrastructures. Il s'agit d'étouffer l'espoir, de diviser les peuples, d'affaiblir la souveraineté régionale pour mieux piller les richesses. Ignorer cette stratégie, c'est accepter que la division et la dépendance s'installent. C'est ouvrir la porte à la famine organisée, aux conflits entre frères, à la domination silencieuse de ceux qui ne veulent surtout pas voir une Afrique forte et indépendante. Le sang versé à Titao n'est pas juste une tragédie locale. C'est un signal d'alarme pour toute la région. Mais qui est derrière cette stratégie, et à qui profite le crime? Et si les véritables commanditaires opéraient loin du désert, dans les capitales occidentales? On nous répète sans cesse que le Sahel est le théâtre d'une guerre religieuse. Mais la réalité est bien plus sombre. Qui arme réellement ces groupes terroristes? Qui finance leurs opérations, leur logistique, leurs renseignements? Les réponses se trouvent rarement sous le sable, mais plutôt dans les bureaux climatisés où l'on trace des lignes sur les cartes africaines. Prenons un exemple précis, le Ghana. Officiellement, c'est un pays stable, un partenaire des puissances occidentales. Mais derrière les discours, son territoire sert aujourd'hui de base d'espionnage, de relais logistiques et d'appui militaire pour des intérêts étrangers, notamment américains. L'accord militaire Ghana-USA, signé dans la discrétion, permet aux États-Unis de déployer hommes, armes et avions sans véritable contrôle local. Pour le Burkina Faso et tout le Sahel, c'est une menace directe. Ces bases étrangères deviennent des plaques tournantes, d'où circulent informations, matériel militaire et ordres cachés. Les armes qui ont frappé les commerçants de Tito ne viennent pas de nulle part. Trop sophistiquées, trop bien acheminées pour être l'œuvre de simples bandits isolés. On soupçonne, et à raison, que l'ombre de ces bases occidentales plane sur chaque attaque. Quand on surveille les déplacements d'équipements russes pour en informer des milices dans le désert, qui sert-on vraiment? Pas l'intérêt des populations africaines, c'est certain. Ce jeu dangereux vise à empêcher toute union régionale, tout réveil économique du Sahel.
Dès que le Burkina Faso a cherché à reprendre le contrôle de ses mines, dès que l'AES a tenté de s'affranchir des ports ivoiriens, les routes sont devenues piégées, les convois attaqués. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie, orchestrée pour tuer l'esprit du commerce, isoler les pays et forcer les peuples à tendre la main vers ceux-là même qui les affament. Car tant que l'Afrique sera un simple pion dans la partie de ceux qui pillent ses richesses, sa souveraineté restera un mirage. Divisé, dépendant, condamné à mendier pendant que d'autres s'engraissent. Voilà ce qui est vraiment en jeu. La résistance ne peut plus attendre, car continuer ainsi, c'est accepter la division et l'exploitation éternelle. Mais alors, quelles seront les conséquences si rien ne change? L'Afrique a-t-elle le courage de refuser d'être le théâtre de lutte par procuration? C'est la question essentielle que pose le sang versé à Tito. Car si le Ghana et le Burkina Faso restent divisés, si chacun continue de regarder son voisin avec méfiance, la région tout entière est condamnée à l'instabilité. Les frontières resteront des cicatrices, des murs de feu dressés par d'autres pour mieux piller nos ressources et nous maintenir dans la peur. Le statu quo, c'est accepter des bases étrangères qui importent le chaos, qui détruisent de nos économies locales et qui transforment la moindre ambition d'émancipation en cible à abattre. Chaque attaque contre une armée nationale, chaque sabotage de routes ou d'infrastructures, c'est un message envoyé. Restez faible, restez divisé, restez dépendant. Mais il y a une alternative. L'union des peuples du Sahel, la solidarité entre le Ghana, le Burkina Faso, le Mali et tous les voisins, c'est la seule force capable d'inverser la tendance. Quand les peuples refusent de se laisser manipuler, quand ils partagent renseignements, ressources et espoirs, alors les mains étrangères perdent leur emprise. Regardez, malgré la violence, malgré les tentatives pour casser le moral, l'armée burkinabé se relève, plus forte. Les commerçants, les familles, les jeunes volontaires refusent de céder. L'esprit de résistance souffle sur le Sahel comme un vent nouveau, et chaque tentative d'intimidation ne fait qu'alimenter la volonté de bâtir un avenir commun. Accepter la division, c'est ouvrir la porte à la misère orchestrée, à la manipulation sans fin et à la perte de notre dignité. Voilà ce qui est en jeu, notre souveraineté, notre sécurité, notre avenir économique. Laisser les puissances extérieures dicter leurs règles, c'est condamner des générations à survivre au lieu de vivre pleinement. Mais ensemble, unis, nous pouvons bâtir des routes de prospérité là où d'autres rêvèrent de murs de feu. Reste une question brûlante. Comment transformer cette douleur en force? Et quelles leçons pouvons-nous tirer de ce drame pour ne plus jamais retomber dans le piège tendu? La tragédie de Titao peut-elle devenir le point de départ d'une renaissance africaine? Face à la violence, face au sang versé, il serait facile de céder à la peur, de baisser les bras. Mais au contraire, c'est un appel à la résistance, à l'unité, à la défense de notre dignité qui résonne aujourd'hui dans tout le Sahel et bien au-delà. Traoré, à travers son courage, incarne cette nouvelle voie. Il ne s'agit plus seulement de répondre coup pour coup, mais de doubler de vigilance, de protéger nos routes, nos marchés, nos commerçants qui, chaque jour, bravent les dangers pour faire vivre nos villes. L'armée populaire, loin d'être un simple outil de défense, devient le cœur battant de cette volonté collective. Elle sécurise le territoire tout en permettant la construction d'hôpitaux, d'écoles, de routes, le véritable socle de notre indépendance. Et c'est là un point essentiel. L'émancipation ne viendra que par la valorisation de nos propres ressources. Si le Burkina Faso peut bâtir des infrastructures vitales avec ses richesses minières, pourquoi l'ensemble de l'Afrique devrait-il se contenter de miettes? L'indépendance, c'est d'abord choisir d'utiliser nos minerais, notre pétrole, notre or pour nos peuples, et non pour engraisser des puissances étrangères qui n'ont pour seul intérêt que de perpétuer notre dépendance. La solidarité, elle aussi, est l'arme la plus redoutable contre la division orchestrée par ceux qui veulent nous affaiblir. L'attaque du convoi ghanéen n'était pas un hasard. Elle visait à semer la discorde entre voisins, à briser la confiance. Refusons ce piège. Plus les frontières du Sahel seront unies, plus il sera difficile pour les marionnettistes extérieurs de tirer leurs ficelles. Ce n'est qu'ensemble que le cycle de la violence pourra être brisé,
que nos économies pourront s'épanouir et que nos peuples retrouveront leur dignité. Ce moment est décisif. Le laisser-passer, c'est accepter que la flamme de la liberté africaine s'éteigne. C'est tourner le dos à nos martyrs, à nos commerçants, à nos soldats tombés pour que vive un rêve plus grand que chacun de nous. Mais résister, s'unir, valoriser notre terre, c'est choisir l'espoir, la fierté et la souveraineté. Reste alors à répondre à un dernier appel à l'action collective, au-delà des discours. Chaque goutte de sang versée est une graine de résistance. Que ferez-vous pour que l'Afrique demeure debout? Aujourd'hui, le Burkina Faso et tout le Sahel payent le prix fort pour leur volonté de se libérer, pour avoir osé dire non aux puissances qui veulent les maintenir sous tutelle. Derrière le masque de la guerre religieuse, ce sont des intérêts économiques et géopolitiques qui manipulent la terreur pour garder la main sur nos terres et nos richesses. Qui profite vraiment de notre division, de nos blessures, de notre peur? Certainement pas les peuples africains. Ne nous laissons pas berner. Chaque attaque, chaque base brûlée, chaque vie arrachée n'est pas seulement une tragédie. C'est aussi un appel. Un appel à la vigilance, à la solidarité, à l'unité de tous les fils et filles d'Afrique. Le Sahel n'est pas un simple champ de bataille. C'est aujourd'hui le cœur battant de la lutte pour la souveraineté du continent. Si nous cédons maintenant, nous condamnons nos enfants à vivre dans la peur, dans la dépendance, dans une pauvreté orchestrée par d'autres. Mais si nous tenons bon, si nous restons soudés, alors rien ni personne ne pourra arracher l'avenir de nos mains. L'histoire de Tatao n'est pas seulement une histoire de douleur, c'est celle d'un réveil. Les martyrs de Burkina Faso nous montrent la voie. La liberté se conquiert, elle se défend, elle se bâtit jour après jour, ensemble. Refusons le piège de la division. Refusons la résignation. Soyons les gardiens de notre souveraineté. Soyons la lumière qui chasse les ombres de la manipulation et de la peur. L'Afrique ne sera forte que si elle est unie, vigilante, solidaire. C'est à nous, aujourd'hui, de protéger ce rêve. Pour nos enfants, pour nos terres, pour notre dignité. Le combat continue, et il commence par un choix. Rester debout, ensemble.